Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Outre-mer 360 Radio qui est au cœur de cette 60e édition du Salon international de l'agriculture sur le stand de l'Odéadom. Et vous l'avez compris, tout au long de ce grand événement agricole, Outre-mer 360 vous présente tous les acteurs du secteur agricole en Outre-mer. Et aujourd'hui, nous partons aux Antilles-Guyane avec monsieur Laurent Fumiot. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur Antilles-Guyane du groupe Amarenco. Alors, pouvez-vous nous présenter ce groupe ? Alors, merci pour cette invitation. Donc, le groupe Amarenco, on est producteur en énergie solaire. Moi, je dirige la filiale Outre-mer, donc Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion aussi. Notre métier, c'est donc de produire de l'énergie et pour ça, en fait, on recherche des endroits où on va pouvoir installer ces panneaux solaires. Alors, bien sûr, ça peut être sur des bâtiments qui existent déjà, mais la présence au salon agricole, c'est surtout qu'il y a aussi beaucoup de surfaces où on demande d'installer nos infrastructures. Et 2/3 de vos activités concernent ce monde agricole ? Complètement, oui. Aujourd'hui, on se rend bien compte de la synergie qui existe entre la production d'énergie avec la production agricole, que ce soit animale ou végétale. Alors sur ce salon, comment se passe le contact avec le public et avec les agriculteurs, parce que c'est votre cœur de métier, votre cible ? Alors pour être honnête, on se connaît déjà beaucoup avec tout ce monde, que ce soit les chambres d'agriculture, que ce soit les différentes interpros. Aujourd'hui, l'idée c'était de venir compléter nos échanges. Alors parfois parce qu'on ne se voit pas tous, et c'est vrai que la position un peu centrale du salon agricole à Paris fait qu'on peut se retrouver tous ici en tant qu'acteurs. Donc les échanges ils sont relativement fluides. On se connaît, on se retrouve et c'est d'un bon moment en même temps. Alors sur le terrain aux Antilles, en Guyane et également dans l'océan Indien, vous accompagnez beaucoup d'agriculteurs, vous leur fournissez entre guillemets les infrastructures sur lesquelles vous apposez vos panneaux solaires et vous produisez de l'énergie avec cela. Exactement. D'habitude, les panneaux solaires, on va chercher plutôt des toits à recouvrir. On met nos panneaux solaires, ces panneaux produisent de l'énergie et c'est de là que notre chiffre d'affaires provient. Et avec ce chiffre d'affaires-là, en fait, on est capable d'y allouer une partie pour réaliser des infrastructures à destination de l'agriculteur. Donc ça peut être par exemple des hangars de stockage, le plus basique, mais également des solutions plutôt liées à l'adaptation au changement climatique, comme par exemple les serres ou les abris de culture. Ça va nous permettre finalement à nous toujours d'occuper une surface pour y mettre nos panneaux solaires, mais l'exploitant agricole, son gros intérêt, c'est qu'effectivement, ce sont les panneaux solaires qui ont financé cette infrastructure. Donc c'est un bénéfice, tout à au bénéfice de l'agriculteur. C'est une vraie relation gagnant-gagnant, et en plus ça fonctionne. Alors, j'ai envie de dire avec et à cause du changement climatique qu'on subit, on se rend bien compte que justement les cultures en ce moment souffrent de plus en plus. Trop de pluie, ou pas assez, ou trop de soleil, etc. Donc nos supports viennent finalement compléter d'une certaine manière la palette d'outils que l'exploitant agricole va pouvoir avoir. Ça marche aussi lorsqu'on se préoccupe, et on le fait de plus en plus, sur les conditions du bien-être animal. Au lieu de laisser par exemple des bovins en plein milieu d'un pâturage sans ombre, etc. Ça arrive par exemple dans des savanes en Guyane. Là, on va y mettre quelques îlots justement comme ça pour créer cette ombre-là. Toujours pareil, financé par l'énergie solaire, mais en plus, on va pouvoir peut-être même collecter de l'eau de pluie, etc. Amener vraiment un plus pour l'exploitation agricole. Alors, quels sont les projets emblématiques que vous avez menés sur ces différents territoires ? Alors, essentiellement aujourd'hui, on a des projets qui sont en cours de développement, parce que c'est une activité qui est relativement récente. Donc, on a des permis de construire qui sont longs et laborieux à obtenir, mais qu'on obtient. Aujourd'hui, on va aussi également parler avec d'autres filières agricoles, comme par exemple la pisciculture, la production bovine, j'en parlais à l'instant. La pisciculture, ça fait partie des projets emblématiques. L'idée, pareil, c'est de venir recouvrir des bassins. Par exemple, en Guyane, l'idée, c'est de protéger ces bassins contre les attaques des rapaces, mais également de l'évaporation de l'eau quand il fait trop chaud. Voilà. Donc, ce sont ces projets-là qui sont emblématiques. Il y a aussi des projets en Martinique sur la culture de vanille. En Guadeloupe, on travaille aussi avec une association qui encadre un peu une coopérative agricole. Et à La Réunion, c'est un tout petit peu plus jeune, mais là, pareil, on a aussi beaucoup d'abris de vanille, des serres à tomates, etc. Dans le contexte actuel où on sait que le changement climatique impacte beaucoup les agriculteurs, c'est facile de les convaincre de votre activité, de travailler avec vous ? Je dirais que c'est même pas une question de les convaincre, c'est eux qui viennent nous voir. Aujourd'hui, clairement, on a développé une expertise dans ce qu'on fait, ça c'est certain. Le groupe Amarenco a plusieurs installations en fonctionnement dans le sud de la France ou ailleurs. Et c'est vrai qu'en fait, à partir du moment où l'exploitant agricole s'est rendu compte que ça fonctionnait,
c'est eux qui viennent à nous, la plupart du temps. Alors dans les prochains projets, vous avez un projet de serre en Guyane. Y a-t-il d'autres perspectives pour votre entreprise les prochaines années? On a l'équivalent en termes de recouverture de projets comme ça, d'environ 50 hectares au total répartis sur l'outre-mer. Donc ça peut être des serres pour des établissements scolaires, des établissements scolaires agricoles bien sûr, mais ça peut être également, donc je parlais tout à l'heure des bassins piscicoles, mais il y a aussi des hangars de bovins, il y a aussi des hangars pour l'élevage avicole, donc tout ce qui est volaille. Donc oui, il y a beaucoup d'activités. Et actuellement, quelles sont actuellement, quelle quantité, par exemple, d'électricité vous produisez sur toutes vos structures, si vous avez des derniers chiffres? C'est une bonne question ça, parce que alors bien sûr ça varie en fonction de la météo, ça aussi. Pour revenir plutôt à quelque chose d'assez simple, aujourd'hui, imaginons qu'on ait à peu près 600-700 mètres carrés de panneaux solaires, ça va alimenter à peu près 33 foyers, 33 habitations. Pour vous donner une idée à l'année en énergie produite. C'est plutôt comme ça qu'on le calcule, après c'est plutôt variable. Et vous êtes une entreprise très ancrée puisque vous employez une dizaine d'emplois locaux et vous travaillez avec de nombreux prestataires. Exactement. Aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement que de travailler avec des gens qui ont une réelle implication dans nos territoires. Que ce soit des emplois directs, bien sûr, mais aussi emplois indirects. Lorsqu'il va falloir réaliser ces infrastructures, forcément, on va faire appel à des gens qui connaissent le terrain, qui savent comment faire telle fondation, telle infrastructure, etc. Mais également tout le reste des autres prestataires de services, comme par exemple des géomètres, mais également des télépilotes de drones, des différents bureaux d'études, structures, électriques, tout ça, des notaires pour valider tous ces contrats qui sont des baux en fait qu'on fait. Donc je dirais qu'on a peut-être même 2 fois plus d'emplois liés directement à notre activité. Lorsqu'on travaille dans ce secteur d'énergie renouvelable, est-ce qu'il y a des difficultés au niveau des normes? On entend beaucoup les agriculteurs parler de normes pour installer de nouvelles infrastructures. Vous, comment vous passez cet obstacle, si on peut dire ça comme ça? C'est un vrai sujet. Le marché de l'énergie, c'est un marché qui est relativement réglementé à l'échelle nationale, mais bien sûr à l'échelle internationale aussi. Et dans nos territoires, qu'on appelle des zones non interconnectées, les fameuses ZNI, c'est encore plus vrai. On doit être en mesure de produire notre électricité, de la consommer au même endroit. On ne peut pas évacuer ou acheter de l'électricité comme ça peut se faire en France hexagonale. Donc forcément, le cadre réglementaire il est très différent et il est donc du coup plus exigeant. Aujourd'hui, on a différents interlocuteurs pour ça. Il y a bien sûr EDF SEI en Outre-mer qui s'occupe de gérer le réseau, mais on a aussi et de produire cette énergie dans certains cas. Mais on a aussi la Commission de régulation de l'énergie qui doit mettre en place les cadres réglementaires. Et souvent les services de l'État qui vont autoriser les constructions, donc les DEAL, les DAF et autres dans chacun de ces territoires-là. Donc c'est vrai que le cadre réglementaire, on pourrait en parler des heures parce qu'effectivement il est laborieux. C'est important parce que ça permet vraiment de cadrer la profession et ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Mais effectivement c'est long et c'est laborieux. Très bien, merci beaucoup Laurent Fumiot. Je rappelle que vous êtes le directeur Antilles-Guyane du groupe Amarenco. Vous êtes présent sur ce salon SIA pour présenter vos différentes structures en faveur de la production solaire sur les territoires ultramarins. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous aussi, merci.